Donc, après ça, le chapitre 8, la déréalisation des économistes. Comme je disais au début, quand le pétrole, il y en avait en quantité industrielle, il faisait du profit à mort avec ça. Là, il y avait les parcelles d'exploitation pour une couple de centaines de dollars, puis il faisait des millions avec ça. Fait que l'économie a accéléré. Ça allait vraiment bien à ce temps-là. Les compagnies pétrolières se sont développées, puis ils ont fait des milliards de profits. Puis là, ben, l'économie est comme devenue dépendante du pétrole, parce qu'à peu près tous les autres secteurs sont devenus dépendants de cette énergie-là. Fait que c'est pour ça que présentement, ça va comme pas trop bien dans l'économie, parce que du pétrole, il y en a de moins en moins, puis il coûte de plus en plus cher à exploiter. Puis fait que ça se fait ressentir dans tous les autres secteurs, là, parce que le pétrole coûte cher, fait que ça coûte plus cher tout faire. Fait que l'économie elle tourne au ralenti. Puis aussi, il y a aussi des preuves qu'avant chaque récession, une récession survient souvent à cause d'une hausse du prix du pétrole, pas nécessairement une grosse crise économique mondiale qui finit plus. Mettons, comme vraiment un ralentissement de l'économie, ça survient souvent après une augmentation du prix du pétrole. Donc, chapitre 9, le pic scientifique. Bon, ben la science, ben, bien sûr, c'est comme une industrie qui est quand même assez énergivore. Ils ont besoin de beaucoup de ressources pour faire leurs expériences, puis trouver des nouvelles affaires, des nouveaux concepts. Ils ont besoin de beaucoup de stock, puis de faire beaucoup de tests. Fait ils ont besoin de beaucoup de ressources pour faire ça. Puis avec le temps, on s'est mis à investir de plus en plus, puis à mettre de plus en plus de ressources dans la science. Mais même à ça, comme dans tous les autres secteurs, la science elle diminue sa production. Puis, juste comme un exemple, en 90, on estime qu'en utilisant le même. En 90, en utilisant la même quantité de ressources qu'en 2001, en 90, on aurait produit à peu près 121 publications scientifiques, puis en 2001, on en aurait produit juste 100 avec la même quantité de ressources. Fait que, on dépense plus d'énergie, plus de ressources, mais on a moins de résultats. Puis aussi, ce que je trouve assez drôle, ils contribuent à trouver des solutions entre guillemets, parce que c'est comme pas vraiment des solutions comme à nos problèmes environnementaux, c'est juste comme pour camoufler le problème. Comme une de leurs solutions qu'ils penseraient avoir trouvé, ça serait d'injecter du dioxyde de soufre dans l'atmosphère pour comme faire dévier les rayons du soleil. C'est comme une solution bizarre que j'aurais trouvée. Ça détruirait la couche d'ozone, mais tu sais, aucun problème. Mettre du dioxyde de soufre, ça coûterait des milliards à entretenir chaque année. Ça détruirait la couche d'ozone. Puis c'est juste pour camoufler le problème. Puis une de leurs autres solutions, ça serait de liquéfier le CO2 produit par les industries, puis l'enfouir dans le sol. Ça aussi, c'est quand même assez farfelu comme solution. Puis ce que l'auteur a remarqué dans le livre, c'est que pour comme faire les ajustements aux infrastructures qu'on a déjà, puis bâtir les nouvelles qu'on aurait besoin, pour que ça soit efficace, il faudrait pouvoir traiter plus de CO2 qu'on en produit dans une année. Pour que ça soit efficace, ça nécessiterait un investissement de 60 000 milliards de dollars. C'est comme de l'argent qu'on n'a pas en tout présentement. Puis aussi, il avait marqué que ça entraînerait une augmentation de 25 à 32 des émissions de pollution. Là, on utiliserait de 25 à 32 plus d'énergie fossile à faire ça. Fait que, c'est complètement inutile. Là, ça coûterait une fortune. Puis, ça apporterait une augmentation de la production de pollution. Puis, la solution la plus simple, ce serait comme de polluer moins. Ce serait juste ça la meilleure solution. Mais, en tout cas, donc le chapitre 10, un État pétrolifié, comme on peut s'en rendre compte, les compagnies pétrolières ont quand même beaucoup
d'influence sur l'État, sur la politique, les dirigeants et tout, parce que c'est eux autres qui produisent le plus gros capital pour un pays. Là, il y a quand même beaucoup de pays qui se sont développés à cause du pétrole, et que la plupart de leur entrée d'argent, ça vient du pétrole. Fait que, ils ont quand même beaucoup de pouvoir, veut pas, sur l'État, sur les décisions qui se prennent. Puis aussi, ça amène une dépendance de l'État au pétrole pour les États qui sont développés à cause du pétrole. Fait que, si eux autres, s'ils n'ont plus de pétrole à m'amener, ben, ça va vraiment mal aller. C'est comme le principal source de profit. Ils n'ont plus rien après ça. Donc, chapitre 11, la décroissance des surplus. Ben, comme on le sait tous, ben, c'est sûr que du pétrole, il y en a de moins en moins. On en trouve de moins en moins. Puis ça coûte de plus en plus cher à exploiter ça. Puis, les sources de pétrole faciles à exploiter sont plus là. On n'a plus vraiment de pétrole facile à exploiter. Fait que là, on est rendu à exploiter les sables bitumineux, les gaz de schiste, tout ça, puis ça coûte une fortune. C'est à peu près n'importe quoi, puis ça pollue des milliers de litres d'eau qu'on ne peut plus rien faire après ça. Puis, je suis même pas sûr qu'on fasse des profits en exploitant ce genre de pétrole-là. Ça pollue encore plus, là, ça pollue les nappes phréatiques, puis tout, ça n'a comme pas vraiment de bon sens. Puis c'est ça, comme je disais, il y a comme une baisse du rendement des sources de pétrole. Puis il en reste plus gros. Il en cherche un peu partout, c'est qu'il peut en rester, mais même à ça, il en récolte pas autant que ce qu'il y avait avant. Puis là, ici, j'ai des chiffres. Fait que là, c'est marqué qu'en 1930, pour chaque mètre carré exploité, ben on peut retirer 75 barils de pétrole. En 50, c'est tombé à 12 barils par mètre carré. Puis je pense que c'est dans les années 70 que c'est tombé à 4,5 barils par mètre carré. On pense que quand je dis mètre carré, c'est pas mètre cube. On ne trouverait pas 75 barils dans un mètre carré qu'un mètre cube. Là, c'est comme un mètre carré, mais il n'y a comme pas de limite de profondeur. C'est sûr qu'il n'y aurait pas 75 barils dans un mètre cube. C'est juste pour clarifier. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça doit être encore pire. Si du pétrole, il y en a moins que les années 70. Là. On peut penser peut-être à 1 ou 2 barils par mètre carré. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est sûr que ça va diminuer. Donc, chapitre 12, pétrole et bonheur. Ben, c'est assez simple. C'est déterminé, c'est vraiment des recherches qu'il y a eu, c'est déterminé que consommer une si grande quantité d'énergie que ça n'a absolument aucun impact positif sur notre vie, en tout cas sur notre bonheur. C'est déterminé que passer l'équivalent de 7 barils de pétrole par année, ben, il n'y a comme pas vraiment d'augmentation significative de notre bonheur. Puis c'est aussi déterminé qu'on aurait bien beau dépenser 3 fois moins d'énergie qu'un Nord-Américain moyen présentement, puis il n'y aurait aucune baisse de notre qualité de vie. Là, ça serait pas mal pareil à présentement. On aurait la même santé puis tout. C'est pas mal ça pour ce chapitre-là. Chapitre 13, le dernier chapitre, le cas du Japon et la précarité de l'ère du pétrole. Ben, comme on sait peut-être pas, mais au Japon, ça va vraiment pas très très bien présentement. Parce qu'ils n'ont plus de pétrole, ils se sont comme vraiment développés, c'est comme une puissance économique, il y a quelques années. Ils sont passés de 14% de la production économique mondiale à 8% en 20 ans, puis ça chute quand même vraiment rapidement. Puis, ils n'ont plus de pétrole, ils n'ont comme plus vraiment les moyens de se développer et de produire. Ils n'ont pas d'accès facile au pétrole. Puis il y a aussi la catastrophe qu'il y a eu en 2011, c'est le tremblement de terre, le tsunami, ça les a endettés à mort. Fait, ça a vraiment accéléré la chute du Japon. Fait, ils sont vraiment dans le trou présentement. C'est aussi juste pour démontrer comment ça tient sur pas grand-chose, l'ère du pétrole. Quand il n'y aura plus de pétrole, si on n'arrête pas de dépendre de ça, on va tout finir comme le Japon, quasiment. Donc, la conclusion
ben, c'est sûr qu'on ne peut plus vraiment consommer autant qu'on le faisait. La planète est comme plus capable. C'était dans les stats. Il a dit que ben, les prédictions, c'est que rendu en 2050, on va avoir besoin de toutes les ressources de 2,8 à 5 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Si ça continue comme ça, puis on peut juste plus continuer, parce que de toute façon, il n'y a presque plus de pétrole. Là. Dans 20-30 ans, du pétrole, il n'y en aura plus. Là, puis c'est aussi déterminé qu'on pourra juste subvenir, mettons, à 10% de nos besoins énergétiques qu'on a présentement. Quand il va juste falloir qu'on serve des énergies renouvelables, fait qu'on n'aura comme pas le choix de diminuer notre consommation d'énergie. Puis, pour faire un lien avec un philosophe, il faudra arrêter de faire nos petits ch'tirneurs, comme être les PDG des compagnies de pétrole, puis de juste penser à eux autres, puis aussi penser à l'environnement. Il n'y a pas juste le profit dans la vie, puis juste le puissance à eux autres même. Il faudrait qu'ils pensent un peu aux autres. Là. Puis c'est pas mal ça.